Le deuxième type de transmission que nous allons voir concerne la transmission modulée. Donc, contrairement aux signaux en bande de base, qui envoient des signaux carrés en règle générale, l'idée c'est d'utiliser une modulation, une démodulation d'une porteuse ou de plusieurs sous-porteuses pour pouvoir porter le signal beaucoup plus loin. La sinusoïde résiste mieux au bruit que les signaux carrés. On va utiliser des modulations sous forme de modulation d'amplitude, de phase, de fréquence, pour pouvoir d'une part envoyer le signal, et ensuite on démodulera le même signal. Le courant électrique a tendance à avoir plus de pertes quand il s'agit de courant continu. Pensez à la bataille entre Nikola Tesla et Thomas Edison. Finalement, qui a gagné? Nos réseaux électriques, par exemple, fonctionnent actuellement en courant alternatif. Une des premières modulations qui a été abordée concerne la modulation d'amplitude. L'idée, c'est que vous allez faire varier la hauteur de votre sinusoïde pour signaler la présence ou l'absence, par exemple, d'un bit d'information ou de plusieurs bits d'information si vous avez plusieurs niveaux d'amplitude. L'avantage que cela a, c'est que le principe est assez simple. C'est un circuit électrique relativement simple à faire. Cependant, il est facile de le perturber. Simplement la présence d'un autre signal du même type qui vous parasite. Le deuxième type de modulation, c'est la modulation de fréquence. Vous pouvez faire varier la fréquence de votre sinusoïde sur votre liaison. La fréquence, par exemple, élevée peut signifier présence de 1, alors que une fréquence un peu plus faible signifie présence d'un 0. L'avantage que cela a, c'est que le signal alternatif qu'on utilise en modulation de fréquence est en général résistant aux perturbations. Mais quand vous devez démoduler, cela est beaucoup moins évident. La troisième modulation que nous verrons, c'est la modulation dite de phase. Il est possible d'émettre une sinusoïde en la décalant une phase, c'est-à-dire on aura tendance à émettre plutôt un cosinus qu'un sinus, ou inversement un sinus qu'un cosinus, par rapport à un point de repère qui serait une phase donnée. Je vais partir sur cet exemple où vous avez un cercle qui est dessiné, qui est le cercle trigonométrique. Donc sur un cercle trigonométrique, on obtient une rotation depuis la droite vers la gauche en partant par le haut. C'est une rotation dite anti-horaire. Si vous prenez la projection de ce cercle sur votre verticale ici, en fait vous obtenez une sinusoïde. Si je fais tourner mon cercle sur la verticale, j'obtiens une sinusoïde qui va se déplacer sur l'axe Y, sur ma verticale. Je peux prendre donc deux points de départ sur mon cercle et indiquer selon le point de départ si, lorsque je trace ma sinusoïde, elle démarre au point rouge ou au point jaune, auquel cas elle aura tendance à monter, dans le cas d'un cercle rouge, ou alors à descendre avant de remonter, dans le cas du cercle jaune. Alors bien entendu, on peut pousser la modulation de phase à plusieurs autres points, on peut placer un certain nombre d'autres points sur le cercle, et donc n'encoder non pas pour un bit, mais pour plusieurs bits d'information. Ici par exemple, 2 bits d'information. L'avantage de la modulation de phase, c'est que on peut coder plus de 2 états assez facilement. On a une bonne résistance à la perturbation. Par contre, l'inconvénient principal, c'est que le système de démodulation est beaucoup moins trivial que même la démodulation en FM. Un avantage qu'a la modulation de phase par rapport à la modulation par exemple d'amplitude, c'est qu'on peut combiner assez facilement l'amplitude et la phase. On pourrait même moduler avec la fréquence, mais ici on va faire uniquement l'amplitude et la phase, pour pouvoir créer justement des transmissions qui portent plus d'informations qu'un seul bit par symbole, un seul bit par mot. Lorsque plusieurs utilisateurs doivent transmettre de l'information, ils vont se retrouver d'un ensemble de voies basse vitesse vers une voie haute vitesse, en règle générale une voie qui va les supporter, qui doit réaliser ce qu'on appelle un multiplexage. Prenons par exemple le cas de plusieurs utilisateurs derrière une box ADSL. Eh bien, la box ADSL doit être capable de transférer l'information des différents utilisateurs au même moment pour justement ensuite la renvoyer vers différentes voies basse vitesse qui vont apparaître au niveau des différents services utilisés par ces différents utilisateurs. Un exemple de multiplexage est le multiplexage différentiel. On va utiliser différentes voies dans notre canal haute vitesse, différentes fréquences qui sont disponibles pour les répartir au niveau des utilisateurs. Par exemple, si on a différentes fréquences, 1 GHz, 1,5 GHz, etc., on pourra les attribuer aux différents utilisateurs en fonction des besoins qu'ils auront. Un cas particulier, par exemple pour le modem ADSL, c'est qu'on va utiliser ces différentes fréquences et on va les attribuer différemment selon l'utilisation. Le second type de multiplexage est le multiplexage dit temporel. On va réaliser un cycle immuable
où on attribuera d'abord à l'utilisateur 1, voie basse vitesse 1, puis à l'utilisateur 2, voie basse vitesse 2, et enfin à l'utilisateur 3, etc. Et on recommencera ce cycle. Alors, ce cas-là, il est assez fréquent. Vous le retrouvez par exemple dans la télévision numérique, la TNT. Donc celle-ci utilise un flux compressé de plusieurs chaînes dans un même canal. Et étant donné qu'on est incapable de savoir qui regarde quelle chaîne à quel endroit, on est obligé de distribuer par exemple cet ensemble de manière à ce que les utilisateurs aient à n'importe quel moment accès à une chaîne particulière dans le canal. Il s'agit donc ici d'un multiplexage temporel. On peut s'adapter également aux besoins des utilisateurs. Un exemple associé, c'est la télévision par câble ou par ADSL. Donc, on peut savoir effectivement quand vous êtes par câble ou ADSL si une personne écoute une chaîne donnée et par conséquent distribuer ou non cette chaîne si personne n'est en train de la regarder. Un autre exemple, le modem ADSL va justement utiliser cette propriété en fonction des besoins des utilisateurs. Le modem ADSL est un modem encore utilisé de nos jours. Je rappelle la terminologie de ce modem, c'est l'Asymmetric Digital Subscriber Line. Donc l'idée, c'est que vous avez un système DSL, Digital Subscriber Line, mais qui est asymétrique. Vous avez des canaux montants qui sont en nombre moins élevé que les canaux descendants. Votre signal va être divisé en ce qu'on appelle des sous-canaux, des sous-porteuses. Et chacune de ces sous-porteuses sera modulée à la fois en phase et en amplitude avec une règle particulière qui est la modulation d'amplitude quadratique. Prenons un exemple de modulation d'amplitude quadratique. Le schéma que vous avez s'appelle une constellation. Vous avez sur chaque constellation un certain nombre de points qui représentent à la fois une phase et une amplitude. Les points qui sont sur les cercles internes sont découpés en un nombre de phases relativement faible, alors que les points qui sont sur les cercles les plus externes, donc d'amplitude les plus élevées, se retrouvent donc avec un nombre de modulations, de phases, qui sont beaucoup plus importants. La répartition phase-amplitude est réalisée selon une règle qui est souvent dépendante d'un code associé qu'on appelle le code Gray. Lorsque vous êtes par exemple en 16 QAM, vous avez ici 4 bits d'information qui sont codés pour chacun des 16 symboles 16 QAM. Donc vous allez partir de 16 symboles, le nombre de symboles, pour arriver à un nombre de bits encodés par symbole qui est lui de 4. Vous calculez finalement le log en base 2 de 16 pour obtenir ces 4 symboles. De la même manière, en 256 QAM, vous avez donc 256 symboles possibles, mais au final, lorsque vous prenez le log en base 2 de 256, vous n'obtenez que 8 bits par symbole. Donc un dernier exemple ici concerne le modem ADSL qui utilise finalement plusieurs sous-porteuses, chacune modulée indépendamment des autres en QAM, qui va transmettre l'information sur une ligne à une certaine distance. Donc le débit théorique descendant d'un modem ADSL sur une faible distance est de 100 mégabits par seconde montant et 16 mégabits par seconde descendant. Alors ça c'est pour les modems ADSL standards. Il existe des modems de plus haut niveau, ADSL 2 ou VDSL, qui permettent d'avoir des débits plus élevés, mais sur des distances beaucoup plus faibles que ces 6 km, qui sont en général critiques pour avoir un débit correct. S'ajoute à cela le bruit, les interférences, la qualité de la ligne, qui est souvent très faible, qui fait que dès que vous dépassez les 3 km, votre ligne finalement a un débit qui est relativement faible. Enfin, nous avons ici un schéma évoquant un jeu en réseau, où on se retrouve avec un certain nombre d'intervenants reliés via un hub ou en Wi-Fi, à travers d'une borne qui est représentée par la box ADSL. Et on voit effectivement la connexion est réalisée via ces différentes interfaces. Donc le modem ADSL est connecté jusqu'au DSLAM du NRA de la boucle locale, et ce NRA en fait est connecté via la fibre jusqu'à un autre NRA via un certain nombre de sauts qui sont des routeurs. Pour connaître les routeurs, vous pouvez utiliser la commande traceroute d'une destination, une adresse IP, qui va vous donner non pas les liens suivis, les types de liens suivis, mais seulement les IP des intermédiaires qui vous permettent de retransmettre l'information au niveau de la couche réseau.